Bonsoir à tous. Bienvenue au Billet Talk du mois de septembre. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Franck Ejaï Tia, qui est membre de IIBA Côte d'Ivoire depuis quelques années. Et aujourd'hui, il nous entretient sur le thème de la donnée. On le reconnaît parce que c'est Mister Data. Je me permets de l'appeler comme ça parce que tous ses posts sur LinkedIn sont tournés vers la data. Et donc, aujourd'hui, on aura l'occasion d'en savoir plus avec lui sur la data, avec le thème la qualité des données comme moteur de la performance analytique. Donc, Franck Ezaïtia, je vais te présenter. Franck est titulaire d'un master MIAGE, données exécutive master de l'ISAE, Supméca de Paris. Franck est un professionnel de la gestion des données. Il a commencé sa carrière en 2017 dans le secteur bancaire en tant qu'organisateur informatique chez NCA Bank avant d'être recruté en 2018 par SCB, filiale du groupe Compagnie Fruitière, un groupe français. Chez SCB, il a travaillé en tant qu'ingénieur en gestion de données, en traitant divers sujets liés à la data, tels que la business intelligence et l'intégration des données, ainsi que la dématérialisation des processus dans le but d'explorer la gestion des données dans d'autres secteurs d'activité. Il a rejoint la Société Générale African Business Services en 2021 en tant qu'ingénieur en reporting. Là, il a travaillé sur des problématiques telles que la migration des données, l'architecture de données, la qualité des données, la gestion de data warehousing et bien d'autres encore. Grâce à son management, dans la communauté des professionnels de la data, notamment sur LinkedIn, Franck a été remarqué en 2022 par Sofrecom Maroc, un cabinet d'ingénierie et de conseil du groupe Orange. Il a travaillé en tant que référent technique en Master Data Management, contribuant à la mise en place d'un référentiel de données pour Orange Wholesale. Au succès de ces missions, qui ont combiné une expertise et un leadership d'équipe, et après avoir validé un parcours en Executive Data Science Specialization for Leader de John Hopkins University, Franck est désormais manager d'une équipe multidisciplinaire composée de 10 consultants data engineers et de consultants en Master Data Management. Il travaille sur des problématiques liées au référentiel de données, à la qualité des données, à l'intégration de données, au middleware et à la gouvernance des données. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de Franck. Du coup, je vais te laisser partager ton écran et comme je te le disais, tu seras interrompu par moment parce que c'est un talk et nous aurons à te poser des questions sur le sujet en question. Bienvenue Franck et merci encore à notre invitation. Merci beaucoup, Nadège. C'est un plaisir pour moi, en fait, d'avoir été invité. Je vais partager mon écran du coup. Ok. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Ok, je le mets en... Voilà, là c'est bon. Donc, je vous remerciais déjà de m'avoir invité à l'échange, au talk. C'est un plaisir pour moi, en fait, de parler de ce sujet qui est un sujet phare, en fait, dans le domaine de l'entreprise, de toute organisation qui se veut data-driven, c'est-à-dire qui se veut, en fait, euh, une organisation orientée données qui tire, en fait, parti de son patrimoine de données. Donc, nous allons parler de la qualité des données comme moteur de la performance analytique. Et là, je mets en fait juste un point d'attention sur le fait que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui fait partie en fait de tout un programme du domaine qu'on appelle la gouvernance de données. Donc là, j'ai essayé pour 1h30, j'ai essayé juste de balayer certains aspects que j'ai trouvé importants et surtout aussi importants pour les business analysts.
Donc, il y aura des aspects qu'on va juste aborder au niveau du talk, de l'échange des questions-réponses. Voilà. Donc, on va partir sur un sommet, en fait, juste un fil conducteur. On parlera, en fait, de la raison pour laquelle on décrit les données comme quelque chose de crucial pour l'analytique. On va voir les différentes dimensions de la qualité de données, les critères sur lesquels on peut se baser pour dire qu'une donnée est de qualité ou pas. On profitera en même temps pour définir c'est quoi une donnée de qualité. Donc, les enjeux également, au point 4, les enjeux de la qualité de données, les différents problèmes classiques qu'on peut retrouver dans les différentes organisations. Donc, on va ensuite voir comment est-ce qu'on mesure concrètement la qualité de la donnée. Ensuite, on va voir le cycle d'amélioration de la qualité de données avec un petit cas pratique. On ne va pas aller totalement à la fin, mais on va en fait initier. C'est un cas avec une vue un peu plus stratégique. On ne va pas entrer dans l'implémentation avec des outils. Donc, après, on verra les impacts sur la performance analytique et les bonnes pratiques de data quality management, de gestion de la qualité des données. Et je ferai quelques recommandations d'outils. Je m'accentuerai essentiellement sur les outils open source, pour ne pas forcément faire de publicité pour d'autres outils qui sont aussi intéressants. Et ensuite, on aura le temps de rentrer dans les différents aspects aussi techniques ou discuter, ou partager les approches. Parce que j'ai aussi invité des personnes, j'ose croire qu'ils vont se connecter pour partager leurs approches aussi, euh, toutes ces techniques-là. Alors, donc aujourd'hui, en fait, pour moi, la qualité de données se réfère à la conformité des usages en fait, qu'on fait de la donnée et de répondre concrètement à ce qui a été prévu initialement pour l'usage de cette donnée-là. Donc, tout ce qui concerne le processus pour lequel on a défini la qualité de données, la prise de décision ou tout ce qui est planification. Et la performance analytique, je me suis inscrit dans une dynamique où je me dis la performance analytique se réfère à tout ce qui est capacité à tirer en fait parti de son actif de données, de son patrimoine de données, pour pouvoir générer des chiffres, pour pouvoir générer la rapidité à prendre des décisions. Donc, c'est dans cette dynamique-là que j'inscris la performance analytique. C'est plus pour rendre l'entreprise ou l'organisation data-driven, c'est-à-dire orientée données, s'appuyer sur ces données pour prendre des décisions. Alors, le cabinet Gartner a fait une étude, comme ils le font d'habitude, et a fait ressortir certains insights qui montrent que 33% des grandes entreprises subissent des perturbations majeures liées à la qualité de leurs données, ou encore 93% de ces entreprises-là qui sont convaincues que les données, en fait, la qualité des données sont essentielles pour leur action marketing. Je précise que ces entreprises-là sont notamment des entreprises européennes et américaines. Donc, ceci dit, cela montre que plus d'un tiers des organisations luttent pour avoir en fait une fiabilité de leurs données. Donc, c'est une préoccupation majeure qui peut avoir des conséquences, des répercussions sur tout ce qui est performance analytique, tout ce qui est capacité à prendre des décisions en s'appuyant sur ces données. Et c'est un peu cela qu'on va essayer de voir aujourd'hui encore. Donc, pourquoi la data quality est-elle cruciale pour l'analytique? Alors, il y a une règle d'or qui s'applique dans presque tous les domaines, tous les secteurs de l'entreprise, tous les départements, que ce soit dans le domaine marketing, finance, vente ou opération ou bien d'autres encore. C'est la règle d'or garbage in, garbage out. Alors, c'est quoi précisément cette règle? C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit en entrée, si ces choses-là, si ces inputs-là sont de mauvaise qualité, le système va essayer de les traiter, mais en retour, cela ne pourra pas garantir quelque chose de qualité, mais on aura plutôt en sortie des choses de mauvaise qualité. Vous voyez bien mon écran, hein? Parce que je crois avoir une micro coupure. On voit très Donc, je bien ton écran. continue. Ok, d'accord. Donc, c'est dans cette dynamique-là, en fait, c'est cette règle d'or-là qui va s'appliquer aussi au niveau de la qualité des données.
Donc, par exemple, pour le CRM, si on a des mauvaises données en entrée, on aura une mauvaise expérience client et c'est-à-dire une perte d'opportunité, perte de vente également et perte d'argent, perte diminution de chiffre d'affaires. Pour l'ERP, on aura un ERP qui est de mauvaise qualité, dont les données sont de mauvaise qualité. Pareil pour le machine learning, on aura des prédictions qui sont basées sur des données incohérentes. Et pour l'exemple dont tout le monde est au courant, c'est la qualité, les chat GPT en fait, qui se base sur des données et selon la pertinence des sources, selon la quantité des données, selon la qualité qui est disponible, on aura des résultats beaucoup plus précis en fait de génération de tests. Donc, au niveau de la business intelligence, c'est encore plus comique parce qu'on aura la BS, c'est-à-dire la business stupidity. On aura des choses vraiment qui ne sont pas cohérentes, sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer. Et je crois que c'est un point essentiel pour le business analyst. Pareil pour l'intelligence artificielle. Alors, sur quel axe, en fait, on peut se baser pour mesurer, pour définir la qualité de données? Je m'appuie là en fait sur des standards internationaux dans le domaine de la gestion de la qualité et de la donnée, qui est le référentiel DM-Book, un peu comme le BA-Book. C'est le référentiel en fait qui définit les bonnes pratiques et tout ça. Donc, avant ça, en fait, il y avait des standards aussi qui étaient utilisés, notamment le Strong One Framework, qui est encore utilisé et qui fait ses preuves. Il y a pas mal de référentiels comme ça, mais en résumé, le DM-Book a résumé, en fait, la gestion de la qualité ou bien les dimensions de la qualité de données selon certains actes, notamment la complétude, l'intégrité, la fraîcheur et ainsi de suite. Donc, la dimension en fait, de la qualité de données permet de catégoriser les différents critères sur lesquels on va mesurer la donnée. La complétude, on la définit comme est-ce que on se pose en fait la question de savoir est-ce que toutes les données qu'on veut analyser, est-ce qu'elles sont présentes dans notre référentiel ou dans notre dataset dans notre patrimoine de données. L'intégrité, on se pose la question, est-ce que nos données ne sont pas corrompues? Est-ce que, on ne retrouve pas une donnée dans deux tables différentes, ainsi de suite. La fraîcheur de données, on se pose la question, est-ce que nos données sont à jour? L'unicité également, est-ce qu'on n'a pas de doublons dans une même table, etc. Donc, je vais passer à un schéma qui sera beaucoup plus pratique. Ce tableau qui résume en fait les différentes dimensions, des exemples concrets et puis des règles de contrôle pour pouvoir, je vais challenger en fait cette dimension pour la vérification. Donc, par exemple, la complétude, un exemple classique, on retrouve les adresses de messagerie électronique d'un assuré qui sont toujours renseignées. Donc, quand on s'adresse à une dimension pour contrôler on s'adresse en fait à un dataset pour contrôler les adresses électroniques, on doit retrouver toujours des adresses qui sont renseignées. On ne sait pas d'abord si elles sont conformes ou pas, mais on doit les retrouver. Si on a tout dans ce dataset-là, on a toujours des adresses qui sont renseignées, la complétude peut être juste. Mais les autres dimensions vont venir challenger cette première-là pour continuer à mesurer sa qualité. Donc, on va voir maintenant pour l'unicité, et les aptitudes, ainsi de suite. Donc, l'intégrité, par exemple, pour un bilan comptable certifié ne doit pas subir de modifications et ainsi de suite pour les autres dimensions. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour peut-être challenger des choses ou des trucs sur lesquels vous avez des questions. Donc, ce document comporte en tout cas beaucoup d'écrits parce que je vais la partager avec vous pour vous servir aussi de support pour d'autres choses ou de réflexion également. Donc, je vais évoluer. Alors, comme enjeu de la qualité des données, pour moi, en fait, pour avoir des données de qualité, on doit avoir des raisons internes dans l'organisation de ce qu'on peut, de ce qui peut être comme challenge et de ce qu'on peut gagner en mettant un processus ou bien une politique de qualité, de gestion de la qualité des données. Les différents enjeux, généralement, c'est de définir une démarche pour conduire l'alignement pérenne de la qualité des données sur les besoins analytiques, c'est-à-dire sur la performance. C'est quelque chose qui est parfois
abstrait et difficile. Et ensuite, on peut se poser la question de définir sur les besoins de définir les besoins de qualité sur les données tout au long du cycle de vie ou de mettre en œuvre des processus pour mesurer et assurer le reporting du niveau de qualité de chaque donnée. Et qu'est-ce qu'on gagnera en suivant ce process ou en mettant en fait en œuvre toute cette politique? C'est d'accroître la qualité des données et la performance analytique, c'est-à-dire booster le chiffre d'affaires, créer des indicateurs qui permettent de mesurer la performance et bien d'autres choses. Augmenter également les cas d'usage de la donnée, créer de la confiance auprès du top management ou des partenaires ou des investisseurs, etc. Et aussi protéger la réputation pour l'entreprise. Donc, la gestion de la qualité des données a un coût également. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, a un coût. Donc, il convient en fait de trouver le juste équilibre entre le niveau d'exigence de la qualité et le coût que va induire le fait de travailler sur ce programme ou ce projet, en fait. Alors, on va voir les différents problèmes classiques qu'on peut rencontrer au niveau de la gestion de la qualité de données. Donc, là, ce sont les différents. J'ai essayé de synthétiser, en fait, les différents, je vais dire quoi, jalons qui peuvent, en fait, induire les erreurs de qualité de données. Donc, majoritairement, les erreurs de qualité de données apparaissent lors des entrées, en fait. Donc, dans les systèmes, ça peut être de l'IoT, des fichiers Excel, des saisies. Par exemple, dans le secteur bancaire, on verra plus les saisies au niveau des caissières, si elles ont un logiciel de gestion, en fait, si elles n'ont pas des informations, elles mettent des étoiles, des espaces ou des trucs comme ça juste pour pouvoir enregistrer rapidement le client et puis passer. De façon opérationnelle, ça fait avancer le business, mais au niveau de la qualité de données, c'est toute une difficulté à mettre les données en qualité. Donc, on peut aussi se retrouver avec des systèmes qui ne gère pas en fait différents espaces, comment je vais appeler ça, euh, des, des champs linguistiques en fait. Par exemple, quelqu'un qui habite un pays dont les caractères, la langue est par exemple l'arabe ou bien le chinois, il peut être amené à avoir un nom qui comporte des caractères assez spécifiques. Donc, si la personne, le système n'arrive pas à correctement interpréter ce caractère-là, ça va créer également des choses incohérentes dans les données. Donc, la qualité de données peut être challengée aussi au niveau de la transformation. Donc, tout ce qui est processus de transformation, ETL, ELT, ou on peut appeler ça comme on veut, ça peut aussi agir au niveau de la conception du système de la base de données. Il y a des systèmes d'information où on retrouvera des tables qui sont isolées, peut-être pour des raisons techniques ou des raisons qu'on peut trouver. Mais en tout cas, il y a des conceptions qui sont pas vraiment de bonnes conceptions, même si peut-être le système marche, mais ça peut ça peut challenger en fait la qualité de données et également au niveau de la restitution. Donc, il peut arriver qu'on a une absence de politique ou de procédure, des normes de qualité et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont des problèmes classiques qu'on peut rencontrer au niveau de la qualité de données. Ça peut provenir de plusieurs choses, la lenteur de processus au niveau de l'entreprise ou des erreurs dans l'activité des processus. Et certaines peuvent se plaindre, en fait, de la non-qualité des données pendant que ceux qui la produisent se félicitent du niveau de qualité qu'ils mettent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même définition de la qualité de données. Et ça, c'est un point important, en fait. Généralement, quand on discute avec des personnes, selon mon expérience, le plus difficile, c'est de s'aligner sur une définition commune de la qualité de données. Par exemple, dans, J'ai dans, une dans la question. banque, Une oui, question. vas-y. Du coup, à Oui. qui revient le rôle de définir la donnée de qualité? Alors, généralement,
dans une entreprise en fait qui se veut data-driven, c'est-à-dire qui a des ambitions de tirer parti de la qualité de données pour faire du business, pour augmenter son chiffre d'affaires, ils doivent en fait mettre en place un programme de gouvernance de données. Au sein de ce programme-là, il y a des rôles, il y a des rôles en fait, des métiers qui vont se créer et le data owner aura le rôle avec le data steward. Ce sont des rôles en fait ils vont définir, ils vont mettre en place des ateliers avec les métiers pour définir les différents niveaux de données, les différentes définitions. Et ça se fait avec des outils. Ils vont mettre en place un data catalogue pour avoir une définition commune. Donc, si on dit par exemple, par exemple un compte dormant dans la banque, tout le monde doit savoir exactement c'est quoi un compte dormant pour les différentes filiales, pour une banque qui a, qui a plusieurs filiales, et ainsi de suite. Tout le monde doit s'aligner. Et si ce n'est pas le cas dans la zone économique où ils exercent, ils doivent avoir les mêmes définitions, ainsi de suite. Donc, ce sont ces deux personnes-là généralement qui collaborent avec les métiers. Donc, voilà, les métiers, c'est vraiment important parce qu'ils ne vont pas rester juste dans leur bureau et inventer des trucs. Ils vont approcher le métier à l'aide d'ateliers, à l'aide de tout ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils vont se baser sur ces choses-là en utilisant des dictionnaires de données, en faisant des rapprochements avec comment on appelle ça, des documentations. Ils vont mettre en place le catalogue de données. C'est à ça que c'est en fait le catalogue de données contient essentiellement ces définitions-là. D'accord, c'est Donc, bien je ne sais noté. pas si ma réponse est claire. Si, si, c'est Maintenant, à totalement. un niveau beaucoup plus bah, pour une entreprise, une PME qui n'a pas vraiment l'ambition de mettre en place toute cette grosse organisation-là, ça peut être le métier eux-mêmes. Donc, quelqu'un va se charger d'avoir peut-être un fichier Excel, euh, créer en fait tout ce qui est définition de données, comment est-ce qu'on fait telle chose, c'est à quoi en fait on fait référence lorsqu'on on parle de telle donnée, tel indicateur, voici comment il est calculé et à quoi ça sert chez nous ici, comment ça marche, voici comment il est calculé, ainsi de suite. Donc, ça peut se décliner à plusieurs niveaux en fait, mais ça s'inscrit dans un programme global qui est la gouvernance de données. OK, c'est bon, je peux continuer? Oui, tu peux continuer. D'accord. Je crois que j'avais parlé. Et exactement, c'est ce que je disais là. J'ai dit qu'un double travail sur la gouvernance de données et la gestion de la qualité de données permet d'adopter des solutions pérennes causes racines qu'on a identifiées. Donc, les causes racines, ce sont des personnes parfois qui manipulent les données et ne cessent pas ne se sentent pas assez concernés en fait par la qualité de données. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, la gouvernance de données va venir insuffler en fait la culturation, montrer aux gens que ce que vous faites là, si vous arrêtez, voici ce que le business peut, à quel niveau le business peut arriver. Donc, ça peut être des problèmes d'architecture. On peut faire des audits pour essayer de clarifier les choses. C'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Donc, comment mesurer la qualité des données? Euh, Cela peut s'appliquer à tous les niveaux. Juste un business analyst qui a en charge de faire peut-être euh, un rapport rapide là, parce que c'est pas seulement euh, je dis quoi, l'analyse de données qui est son rôle. Il a d'autres choses à faire, mais il a des données à analyser rapidement, il peut faire ce qu'on appelle le profilage de données. Donc, il y a plusieurs outils pour le faire. Voilà, on verra plus tard les outils. Et le profilage de données, en fait, va évaluer les niveaux actuels de la qualité de données en analysant la structure, le contenu, les métadonnées, c'est-à-dire les informations sur les données, d'où est-ce que la donnée provient. Il pourra identifier les anomalies, les formats, etc. Donc, on peut le faire avec des logiciels tels que R, OpenRefine et bien d'autres choses. Mais c'est vraiment important, même avec Power BI, lorsque tu importes tes données, tu vas chercher à faire un peu de profilage, voir si tes colonnes sont là, la complétude, etc. Donc ça, ça permet déjà de mesurer la qualité de la donnée sur les différentes colonnes que tu auras.
Ensuite, pour un grand programme, on peut auditer les données. Donc, ça se fait avec des outils, des frameworks, des pratiques, avec des professionnels pour avoir un audit euh, qui est assez performant et cohérent. Donc, on peut ensuite calculer les scores de qualité de données. Donc, pour calculer le score de qualité de données, j'ai mis ce petit dashboard-là sur chaque dimension qui sont pertinents pour la mesure pour la dimension qu'on aborde. On peut essayer d'agréger les scores, en fait. Par exemple, sur la complétude, on a trouvé que sur notre dataset, 100% des numéros de téléphone sont conformes, comment je vais dire, sont complets, sont enregistrés. Le score sera 100%. Mais si on trouve que 50% sont enregistrés, le score pour cette dimension sera à 50%. Et ensuite, on va mesurer peut-être l'exactitude. Est-ce que c'est vraiment un numéro au format ivoirien, si on est dans un contexte ivoirien, etc., etc. Et en fin de compte, on peut agréger le score sur chaque dimension. Donc, c'est par exemple ce qui a été fait dans cet exemple que je présente là. Je vais essayer d'avoir une compte. Donc là, par exemple, on a essayé de mesurer le score pour les clients. On a fait une agrégation, on a trouvé que la qualité est de 97%. Les différents comptes bancaires, etc., etc. Il y a des systèmes, par exemple, qui sont vraiment archaïques où ça paraît évident d'avoir des choses cohérentes, mais des systèmes qui sont vraiment archaïques où on n'a pas forcément ces, ces, ces données-là qui sont dans des scores vraiment élevés. Donc, on peut passer aussi à une intégration de score pour obtenir un score global. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et dans la pratique, ce qu'on fait, on établit un seuil de qualité. Donc, ça se fait avec les différents responsables. Normalement, dans le programme de gouvernance de données, il y a ce qu'on appelle le conseil de gouvernance de données. Eux, ils vont définir le seuil qu'ils vont trouver appréciable pour la source de données ou bien pour le dataset ou bien pour la provenance de la donnée. Donc, ils vont dire, OK, pour cette source-là, vu qu'elle est très critique pour nous, elle doit être de 100% ou bien de 80% parce que c'est pas vraiment quelque chose qui nous est profitable. Par exemple, en France, on dira le code sirène qui permet d'identifier une société de façon unique. On doit la voir exactement telle qu'elle est dans toutes les sources qu'on a. Donc là, le score doit être de 100%. Si ce n'est pas correct, on ne peut pas vraiment identifier la société et c'est pas juste. Donc, ainsi de suite, on va définir un seuil. Et plus on va se rapprocher du seuil, ça serait bien. Plus on dépasse, on est encore OK, mais plus on est loin, tout en bas du seuil, on dira que la donnée n'est pas de bonne qualité. On doit tout faire pour corriger ce niveau d'anomalie-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut mesurer la qualité de la donnée. Alors, ce que je viens de montrer là, c'est assez high level, mais il y a des déclinaisons beaucoup plus simples. Juste avec un fichier Excel où tu as tes tables, tu peux monter avec des macros derrière. J'ai un template que je vais partager avec vous après. J'ai pas envie d'arrêter le partage d'écran, d'arrêter la présentation. Donc, vous allez avoir un template qui est simple, qui est classique, qui est vraiment basique, qui permet de trouver, faire des rapprochements, faire des jointures avec des recherches V. Ça a l'air vraiment simple, mais il est performant. Donc, Merci beaucoup. on va le cycle opérationnel voilà, le cycle opérationnel en fait de l'amélioration de la qualité de données. Quand on se rend compte que on a des données qui ne sont pas vraiment cohérentes, on a nos modèles machine learning ou bien euh, en fait, l'utilisation de nos données ne sont pas OK, ne sont pas au top avec les pratiques qui se font dans l'industrie. Et on peut décliner en fait la résolution de ces routes causes-là en un cycle. Donc, le premier pas, c'est de définir et structurer en fait la démarche qu'on va adopter. Donc, on peut initier un projet pilote, on fait une évaluation et ensuite, on prend conscience, en fait, de vraiment de la dimension dans laquelle on se trouve, en fait.
Et c'est à la suite de cela qu'on va mener des actions et ensuite on va vérifier. Donc, c'est un cycle PDCA. Donc, on va en fait faire ce cycle-là et ainsi de suite, on va la mesurer à chaque niveau pour voir est-ce qu'on a atteint là où on se projette, est-ce que nos ambitions sont OK. Donc, la gestion de la qualité des données, c'est une activité en fait qui doit être soutenue dans le temps. On ne doit pas se dire, OK, l'année dernière, on l'a fait, c'est top, on peut travailler sur 5 ans et 5 ans après, on va la mesurer. Non, c'est quelque chose qui est pérenne, qui doit se faire. On doit marquer en fait des points beaucoup plus rapprochés pour mener ce programme. Donc, cela peut passer par la mise en œuvre d'une démarche professionnelle d'amélioration continue. Donc, on trouve des sites qui peuvent être initiés sur des périmètres métiers, qui peuvent être sur des données de type précis ou pour traiter un problème particulier. Par exemple, si on a un problème dans le domaine des fusions-acquisitions, on a fusionné deux systèmes, on est confronté à des trucs un peu plus complexe, on peut lancer un programme de gouvernance de gouvernance de données et gérer spécifiquement la qualité de données. C'est ce qui a été le cas pour Société Générale et je crois Crédit Agricole ou quelque chose comme ça. C'était en France. Ça s'est fait en début d'année 2023. Donc, il y a eu fusion de deux grandes banques et le programme de gestion de la qualité des données était quelque chose de très challengeant. Alors, on va continuer sur un focus en fait sur la démarche de la gestion de la qualité de données. Donc, la stratégie en marche à mettre de la démarche peut se définir sur différents enjeux. Donc, par catégorie de données, la criticité des données maîtres ou des données à caractère personnel, ce genre de choses. On peut dire, OK, on va aller par périmètre métier ou bien par entité organisationnelle. Et je crois que je n'ai pas mis dans ce slide comment prioriser les différents départements lorsqu'on on veut lancer un programme de données, de gestion de la qualité de données, mais je vais rapidement parler de ça en 1 minute. Alors, on peut se baser sur le ROI que le projet qu'on va mettre en place peut générer. Donc, il y a plusieurs frameworks pour calculer le ROI de la qualité de données. Ou alors, on peut se baser sur l'impact métier et qu'est-ce que ça peut nous apporter, l'impact business, voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, ces deux critères-là associés, on peut définir euh, le niveau de priorité, en fait. Donc, généralement, c'est ce qui se fait. Ou bien on peut se dire, OK, on produit plusieurs use cases de gestion de la qualité de données, plusieurs use cases par département, et on essaie de regarder ce qui est plus performant. Il y a aussi plein de frameworks pour ça. C'est vraiment un domaine qui est intéressant parce que c'est vraiment la réflexion. Il y a des frameworks qui existent. Vous prenez, vous essayez en fait de challenger dans votre secteur et vous faites ressortir des niveaux de priorité et où vous commencez. D'autres commencent aussi par la méthode qui se fait en gestion des risques, c'est-à-dire en priorité plus probabilité d'occurrence, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui peuvent être aussi faites. Alors, je vais continuer. Donc là, c'est un cycle pratique en fait d'amélioration de la qualité de données définie en 10 étapes. La 10e, c'est juste la communication, gestion du changement et autres. Donc là, on va pas la définir. Donc ce cycle-là est un cycle qui est beaucoup recommandé parce qu'il se décompose en trois parties phares, l'évaluation, la prise de conscience et puis le passage à l'action. Et il permet aussi de gérer la gestion de la qualité de façon prédictive. Parce que la plupart des organisations sont beaucoup plus, OK, notre donnée n'est pas de qualité, comment on fera pour la résoudre? Ils se rendent compte plus tard, ayant déjà des erreurs. Mais ce cycle-là, lorsqu'on l'implémente, on peut déjà prévenir tout ce qui peut venir comme qui peut engendrer la baisse de la qualité des données. Donc, là, j'essaie de zoomer un peu sur chaque partie. Euh, la première étape, c'est de décliner déjà les enjeux métiers. Donc, elle est généralement héritée en fait des enjeux métiers objectifs du site pour les périmètres définis et ça s'organise
par une démarche, en fait. Donc, on précise l'organisation et la roadmap du projet. On pilote les activités liées à ce cycle-là. C'est vraiment la comitologie et on peut apparenter ça par le cadrage, en fait, du projet. Donc, après, dans l'analyse d'environnement informationnel, donc on recueille les besoins, les différentes informations, on fait les interviews, on fait plusieurs ateliers, on essaye de définir et planifier les différentes évaluations, de clarifier le cycle, la longueur du cycle, si on va se lancer sur 3 mois, quels seront nos points d'arrêt pour pouvoir évaluer l'impact ou bien le résultat de ce qu'on est en train de faire, etc. Et ça peut être fait avec des frameworks de gestion de projet, par méthode agile ou par autre chose. Le but, en fait, c'est de rapidement faire ressortir ce qu'on appelle en anglais des quick wins. Essayer rapidement de prouver quelque chose qui marche et qui est cohérent, qui a un ROI pour avoir l'approbation du top management, en fait. Donc là, c'est d'autres. Bon, ça, c'est le profiling que j'ai déjà montré. Là, on commence à entrer un peu dans l'évaluation de la qualité. Donc, le profiling peut se faire sur des nombres de valeurs nulles, les valeurs minimales, etc. Ça, je pense qu'on sait déjà de quoi il s'agit. Donc, ensuite, il y a plusieurs démarches qui sont possibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut aller sur l'impact métier ou le ROI qui est associé à ce programme, en fait, par département. Donc, il y a plusieurs démarches. C'est une démarche itérative. Et une des techniques pour, pour déterminer, en fait, la route cause, pour identifier ce qui génère plus de problèmes, c'est de mettre en place des techniques précises, en fait, éprouvées. Donc, il y a la méthode des 5 pourquoi. On se pose la question, pourquoi on a ce niveau de qualité? Pourquoi est-ce que ces tables-là ne sont pas correctement remplies après peut-être un processus de ETL ou ELT? Pourquoi on n'a pas ces choses jusqu'à à trouver la cause racine? Il y a des diagrammes de cause à effet. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui cause des problèmes pour un processus donné. On essaie de rentrer dans les détails. Il y a aussi des méthodes de data lineage qui me permettent de montrer, en fait, suivre, tracer le parcours d'une donnée, tracer les différentes transformations, entrer dans les sources, voir les différentes transformations qui ont eu lieu, jusqu'à trouver l'endroit où le problème a été détecté. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont possibles, en fait. Un sixième point, c'est de définir le plan d'amélioration. Donc, on a identifié le problème, tout et tout. On se pose maintenant la question, quel plan on va mettre en place pour cette amélioration? Donc, on peut s'appuyer sur les impacts métiers pour élaborer des business cases ou alors partir toujours, rester dans la même veine du ROI. Il y a des ROI en fait qui sont pérennes et il y a des ROI qui sont ponctuels, et beaucoup plus faciles à identifier. Donc, ce sont ces cas-là. Donc, au niveau 7, on va maintenant se mettre dans une dynamique d'amélioration préventive. Donc, on se dit, OK, généralement, la qualité des données vient des processus. Par exemple, un processus métier peut-être d'enregistrement d'un client. Je reste toujours dans le secteur bancaire. On va peut-être mettre plus d'exigences au niveau de l'entrée, c'est-à-dire peut-être l'entrée du client, la saisie des données, etc., améliorer ce processus-là. Ou bien peut-être dans le domaine des télécoms, dans la vente en gros, comme là où je suis, on peut se poser la question, OK, pour l'acquisition d'un nouveau client dans le CRM, des leads et autres, on peut essayer de mettre plus de rigueur là-bas pour essayer de durcir un peu le processus et ainsi de suite. Donc, il faut également documenter les actions pour ne pas se retrouver plus tard dans un patrimoine où on ne sait pas vraiment euh, là où est-ce que l'impact qu'on a eu peut nous amener. Donc ça, ce sont des démarches beaucoup plus préventives. Déjà, en mettant en place tous ces mécanismes-là, on s'assure que
on ne sera pas confronté à des problèmes récurrents. Donc, et je voulais signifier quelque chose d'important qui est vraiment important pour toutes les organisations, même qui se veulent data-driven dans 10 ans, 15 ans, etc. C'est un programme d'acculturation de données, en fait. On appelle ça la data literacy, alphabétisation des données. Donc, c'est un programme qui peut se décliner à plusieurs niveaux, même au niveau des ressources humaines. On peut embaucher des gens par leur capacité analytique. C'est des choses qui sont possibles. Ça va peut-être discriminer plus, être un facteur discriminant, mais ça va faire de sorte que votre organisation sera beaucoup plus analytique, orientée, données orientée, et sera beaucoup plus smart en fait, en plus de leurs compétences première, ils auront cette facilité à jouer avec les données, tout ça. Donc, c'est un programme qui peut se faire par des formations. Si on arrive à embarquer tout le monde dans la compréhension des données, dans l'utilisation des données, etc., ils seront plus je vais dire quoi, apte à faire face aux différents problèmes de qualité de données. Il ne va pas mettre juste des étoiles pour passer à l'étape suivante. Il prendra le soin de remplir parce qu'il se dit, OK, si l'adresse n'est pas correcte, on peut avoir des problèmes de livraison de notre produit au client et ainsi de suite. Il va se préserver de ne pas penser que oui, il y a le téléphone pour l'appeler, ça fait des minutes de perdu. Il prendra le soin de correctement enregistrer l'adresse du client. Voilà, au point 8, Petite il y a des question actions par collectives. rapport à ce Oui, point-là. Combien oui. d'entreprises qui sont data-driven pour lesquelles tu as travaillé vraiment travaillent à l'éducation des équipes métiers sur la qualité de la donnée? Alors, je ne vais Je pas pose la donner un chiffre exact, mais en fait, c'est, en Afrique, c'est beaucoup plus, euh, un peu plus bas parce que les gens ne voient pas forcément ce que peut leur apporter la- toutes ces pratiques-là, la gestion de la qualité de données. Donc, j'ai exactement, c'est pour rencontré, ça par que je exemple, pose une question. oui, oui, c'est Nos difficile en salariés fait. Et appelés c'est ce qui à fait que, collecter des oui, données, on a du mal souvent à avoir des bonnes données parce qu'elles n'ont pas été bien renseignées. Donc, il faut vraiment aller chercher dans le détail du détail pour comprendre la raison pour laquelle les données ne sont pas cohérentes. Et après, on se rend compte que c'est des erreurs de saisie ou des erreurs de manipulation dues à une négligence d'un utilisateur. Donc, c'est pour ça que je oui. pose la question. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai rencontré, par exemple, une entreprise qui avait vraiment du mal à... On s'est approché, on a fait de la prospection. C'est dans le domaine du retail, distribution, et c'est au Maroc ici. Donc, on s'est approché d'eux avec un programme, mais on a eu du mal, en fait, à les convaincre qu'en mettant en place des procédures au niveau de la formation, de l'acculturation, ça sera rentable. Lui voyait ça, le directeur voyait ça en fait comment je vais dire ça, en des coûts, bon, j'ai oublié le terme OPS, CAPES, ce genre de trucs-là, mais il voyait ça vraiment en du gaspillage d'argent. Et on a eu du mal à justifier cela. Parce il y a une question de culture aussi. Si le directeur a été vraiment à la vieille école où il ne veut pas se laisser convaincre par l'utilisateur, quel que soit l'impact, le point de douleur que tu vas soulever et l'impact que tu vas essayer de montrer, ça sera compliqué. Mais je connais quand même un groupe, par exemple, là où je suis, on a stoppé en fait des activités sur un référentiel pour essayer d'acculturer le métier. Il y a des formations qui sont lancées au niveau de la gouvernance de données sur l'utilisation de Colibra, c'est un outil de gouvernance de données. Il y a quand même des petites pratiques pour embarquer le métier, en fait. Et c'est vraiment le point essentiel parce qu'en fin de compte, c'est eux qui vont utiliser, qui vont, en fait, qui sont dans le business. Donc, il y a des entreprises comme ça qui essaient de se démarquer, ainsi de suite. Il y a une autre Alors, question. Il y a Sénamé qui a levé la main et ensuite je poserai une autre question. OK, d'accord. Alors, bonsoir Franck. Bonsoir. Je Oui, voulais surtout principalement rebondir sur ce que je ne sais plus qui a posé la question. Je crois que c'est Nadège qui a dit sur est-ce que combien d'entreprises
sont dans la démarche data-driven ici au Togo, dans la zone. Moi, ce Mhm. que moi j'ai remarqué en travaillant pendant presque une quinzaine d'années dans les banques ici, c'est que Oui, il y a, il y a la culture même de la data. Il faut qu'on soit réaliste, ce n'est pas encore arrivé. tout à Euh, fait. Ce n'est pas encore arrivé. Et ce qui est intéressant Mhm. dans le fait, dans ce constat-là, c'est que ceux qui les avant-gardistes, ceux qui essaieront de nous intéresser à la chose aujourd'hui, il faut qu'on soit convaincu il y a vraiment un espace à occuper et qu'il faut vraiment maximiser en termes de connaissances, en termes Même, de... il y a une minute, il y a de l'écho quand tu parles. Je ne sais pas si c'est Euh, pareil. Moi, j'arrive à l'entendre. D'accord, ok, peut-être que c'est moi, alors, désolée. C'est bon, je peux y aller? Oui, oui, oui. Ok, donc je dis que il faut, pour tous ceux qui commencent à s'intéresser à la chose maintenant, essayer de maximiser les connaissances. Je prends un exemple très simple. Je pense que Franck a évoqué en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, c'est vraiment très rare. Je pense qu'il y a 1 ou 2 mois, un ami lançait un recrutement pour un poste de RH, mais avec des capacités d'analyse de données. On n'en a pas trouvé dans la sous-région. Waouh. Parce que c'est bien beau d'avoir la compétence euh, Oui. euh, RH spécifiquement, mais est-ce que tu as ce petit plus-là qui te permet de te démarquer? On n'en a malheureusement pas trouvé dans la sous-région. Donc, en gros, c'est l'emphase que je voulais mettre en fait en disant aussi que en termes de qualité de données, tout, il faut se mettre en tête aussi que sous d'autres cieux, c'est un métier carrément à part du business analyst et tout. C'est quelqu'un qui Oui. prépare le terrain pour que toi, tu puisses faire ton analyse et aider le business. Mais dans notre contexte ici, il vaut mieux commencer par s'imprégner de ces choses-là parce que il est fort possible que ce soit toi la même personne qui s'occupe aussi bien de la qualité des données, de les sourcer et aussi de l'analyse. Voilà, c'est le petit apport que je voudrais ajouter. Merci beaucoup pour cette contribution. C'est parfait en tout cas. C'est une réalité qui est quand même dommage, mais on essaye pour, étant dans le domaine de faire la propagande, de montrer à quel point cela peut avoir de l'impact, etc. Et je crois que progressivement, ça change au fur et à mesure parce qu'il y a quand même de grandes entreprises en Côte d'Ivoire qui ont commencé à implémenter des approches de référentiel, de la consolidation, l'unification en fait de leur source de données, ce genre de choses. J'en connais certaines dans le domaine des télécoms qui sont vraiment en train de se transformer. Ah, vous êtes la locomotive de la sous-région. Bon, enfin, je suis pas seul, mais quand même, on essaie Non, de... je parle en termes de la Côte d'Ivoire, de son contexte et de Oui, l'importance des entreprises qui y sont installées, quoi. oui, il y a la Côte d'Ivoire, il y a aussi l'Afrique de l'Est, Le tout ce qui est Sénégal. Kenya, Non, Éthiopie, ils non, sont très avancés. moi, je pense qu'en termes de comparaison, euh, il faut distinguer les pays anglophones des pays francophones. Tout à fait. Dans le détail. Parce que le contexte anglophone est carrément différent. Oui, ça c'est bon. Ok, parfait. Après, je ne sais pas si tu avais d'autres questions pour continuer. Je reposerai ma question. D'accord. Et je vais continuer. Donc, je ne sais pas si j'avais fini ce point-là. Donc, pour essayer d'être des moyens de correction, on peut passer à l'automatisation.
essayer de mettre des formulaires là. Si on peut déduire des données d'une autre, ne pas laisser l'utilisateur saisir, créer des mécanismes de déduction, d'auto-remplissage de certains champs, etc. dans le système d'information. Alors, implémenter les différents contrôles, ça c'était le use case. L'objectif du contrôle permet de la vérification des bénéfices attendus et les contrôles, en fait, on peut mettre en place un reporting de pilotage pour essayer à chaque fois de contrôler le niveau de qualité qu'on a et en fonction de ça, on rentre encore dans le cycle d'amélioration continue. Alors, on va faire un petit use case. Je vais malheureusement pas arrêter le partage d'écran. Bon, je vais juste comme ça. Là, on a le style. Voilà. Donc là, pour certains petits exercices que voilà, je vais essayer quand même essayer quand même de pratiques. Donc là, on va essayer d'identifier les dimensions de la qualité de données qui sont concernées par le problème que rencontre l'entreprise. Donc, notre entreprise ici, dans notre cas précis. Donc, ce sont des ateliers. Je précise, la date de passage que je suis aussi disponible pour des séances d'ateliers beaucoup plus pratiques pour essayer de discuter avec des problèmes pratiques, essayer de les résoudre, ce genre de choses. Là, en fait, on va identifier pour chaque constat la dimension de la qualité de données qui est concernée. Pour le constat 1, on a lu. Je continue. Ok. Il y a une question. Ok. On a le directeur. Vous m'entendez très bien. Ok, je continue. On a le directeur de l'établissement qui dit qu'il a pu constater à de nombreuses reprises que euh, la présence des doublons en fait, dans les comptes clients. J'ai le sentiment que ma base client est de très mauvaise qualité. Donc, on décline cela sous un angle de la qualité de données. On se rend compte qu'il y a de multiples comptes clients, de multiples comptes pour un même client. Et la dimension qui sera remise en qualité ici, en question ici, je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir son micro pour dire, comme ça sera interactif quand même. Voilà. Sinon, je vais donner, on va essayer de progresser. OK. Je donne? D'accord. Donc là, en fait, c'est l'unicité. On se rend compte que le, le compte pour un client ne doit pas être double, en fait. Pour un même client, on ne doit pas avoir plusieurs comptes dans sa petite base. Donc, il y a l'unicité qui est mise ici en, en cause. Donc, le deuxième constat, il y a l'agent d'accueil qui constate que lors du check-in, il arrive parfois qu'un client réclame un service auquel il a souscrit, mais qui n'est plus en vigueur en fait dans l'établissement ou qu'elle ne le trouve pas en fait dans le contrat cadre de son entreprise. Donc, je dois trouver des alternatives rapidement. Cela me met dans une situation de confort vis-à-vis du client. Donc là, il y a la réputation qui est remise en cause, tout ça. Décliner cela sur la dimension de la qualité de données. Surtout, on peut dire que la date des souscriptions de réservation des services sont hors plage de validité du contrat d'entreprise, ce qui ne doit pas être le cas. Si le contrat court sur 5 ans, si le service n'existe plus, on doit informer le client. Sinon, le service doit toujours rester dans le contrat. Donc là, ce qui est remis en cause, si quelqu'un veut le partager, sinon je le donne. Donc là, c'est la cohérence en fait qui est remise en cause là. La cohérence de la donnée. Ce qui est en train de se passer n'est pas cohérent. On peut parler aussi de la vraisemblance, parce que la vraisemblance, comme on l'avait vu en haut, c'est des plages de données. Les données doivent être ressemblées à la vérité. Ça doit être inscrit dans des plages en fait. Troisième constat, l'assistante de gestion de l'établissement. Elle dit il m'arrive de relancer des clients entreprises pour le règlement de factures de services de groupe. Le client m'affirme que sa facture est réglée, mais le CRM ne me l'indique pas. Cela se produit systématiquement en début de journée. Donc, c'est très déstabilisant pour elle, j'imagine.
Décliné en dimension de la qualité des données, on peut dire que le statut de règlement des factures clients n'est pas à jour au début de journée dans le CRM. Ça peut être dû à des processus d'intégration de données ou d'autres choses, en fait. Et là, la dimension qui est mise en cause, c'est la fraîcheur de la donnée. Notre donnée n'est pas à jour. Et ainsi de suite. Là, on a deux constats. Le directeur marketing qui trouve que les rapports mensuels indiquent un nombre de courriers non parvenus à des taux d'échec de campagne de mailing très élevés et en augmentation. Et je vais aller pas à pas. Ce niveau-là, décliné en domaine de la qualité de données, les coordonnées téléphoniques et adresses mail des clients ne sont pas toujours disponibles dans les applications. Donc là, pour ces deux domaines-là, là, c'est plutôt la fraîcheur de la complétude, pardon, de la donnée. Donc, pour chaque donnée qui est dans le système, on doit pouvoir avoir, euh, sur chaque colonne, elle doit être enregistrée. Même si elle est fausse ou pas, elle doit d'abord être enregistrée pour que toute la ligne, en fait, soit à 100%. Donc, le chargé de la Salut, relation je peux client. poser une question, Thia? Oui, oui, tout à fait. Bon, en fait, concernant le constat numéro 3, en fait, là, tu as en fait soulevé soit de fraîchement des données, j'ai pas bien compris. Fraîcheur, Fraîcheur de mise données, à jour. en fait, c'est comme l'actualisation des données, c'est ça? Exactement. Mais moi, ce que je voulais comprendre, comment est-ce que l'actualisation des données peut être considérée comme euh, un problème à la qualité des données, en fait? En fait, j'explique clairement. Au début, en fait, on a dit qu'il est sur les différentes dimensions de la qualité des données. On a le fraîcheur, c'est-à-dire nos données ne sont pas à jour. Sur un bon de 1, par exemple, une facture, si je retrouve ma facture d'octobre, bon, disons de septembre, et on me dit, par exemple, sur ma ligne de consommation, on fait le cumul de ma consommation du mois précédent plus le mois que je dois payer. On fait l'agrégation, on met le montant. Le système n'est pas à jour, en fait, sur cette ligne parce que je l'ai déjà payé. Donc, ces données-là, ce n'est pas de bonne qualité. C'est quelque chose qui est erroné et ça peut avoir des conséquences. Tout à l'heure, on va voir les conséquences de ce que nous sommes en train de faire. Donc Ok. là, on peut dire que la donnée n'est pas de bonne qualité. Si elle était de qualité, elle devrait permettre au business d'être en accord avec le client, d'être fluide, d'être tous d'accord et de passer au paiement. Ouais, vu ton explication, j'ai compris. Mais par exemple, l'exemple que tu viens de donner, en fait, moi, en fait, c'est ma perception des choses. Je me dis que les données sont à jour on va dire, dans le data lake ou dans l'espace de stockage, mais c'est au niveau de l'application, en fait, où comment dirais-je, le data warehouse, par exemple, que les données ne sont pas actualisées. Est-ce que à ce niveau-là, on peut parler de, de, de la mauvaise qualité de données, puisque c'est juste un problème de, de l'actualisation, par exemple, de l'application. Parce que les données sont bien saisies. On a bien dit que les factures sont bien là, sauf que les statuts de règlement des factures n'est pas à jour en début de journée dans le CRM. En fait, le CRM, peut-être qu'il ne fonctionne pas, mais les factures sont déjà là. Alors, je vois ce que tu veux dire. En fait, au Ouais. début, j'ai dit que la qualité, en fait, ça va se définir dans un contexte précis. Par exemple, on a défini les usages d'une donnée. À chaque niveau du processus métier, on s'inscrit dans un cadre. Est-ce que ce à quoi devait servir cette donnée-là, on peut s'en servir pour accomplir cette chose? Sinon, il y a un problème de qualité qui est remis en cause là, dans ce processus précis. On peut remonter pour voir toute la suite, la série de transformations, jusqu'à savoir là où il y a eu ce problème. Certainement, ça peut être dans l'alimentation du CRM ou bien dans la transformation ou peut-être, peu importe, on peut trouver des raisons. Mais là, pour ce processus de facturation du client, facture, la donnée n'est pas de bonne qualité. Ok, Est-ce que vous voyez d'accord. un peu? Et voilà, on peut remonter. Ailleurs, ça peut être bon, mais pour ce processus métier,
Mhm. certainement un autre processus à alimenter avec une donnée qui n'est pas cohérente, qui n'est pas de qualité en fait. Donc D'accord. là, pour ce processus, la qualité est remise en cause. On doit la Ok. corriger. Ok, ça On marche. doit réexécuter le processus métier qui a alimenté le CRM. Ok, super. Merci pour l'explication. Je t'en prie. Mm. Ok, d'accord. Donc, pour la deuxième partie, le chargé de relations clients dit que lorsque je consulte les fiches clients, je ne, je suis, je constate régulièrement que les adresses postales sont fausses et souvent renseignées par des valeurs par défaut, donc des étoiles, des trucs de ce genre. J'insiste pourtant auprès de mes collègues de l'accueil d'être rigoureux dans leur saisie, mais ils ne comprennent pas en quoi cela m'impacte. Cela génère souvent des tensions entre nos deux équipes. Ça, c'est des choses vraiment récurrentes. Voilà, et voici un exemple. Le code postal, on met X 99. Nous-mêmes, je sais que chacun d'entre nous ici, parfois, sur des systèmes, des sites web, on n'a pas envie de se fatiguer, on met des saisies comme ça pour avancer. Mais après, ça crée des complications. Et il y a des méthodes pour résoudre ce genre de cas-là dans des systèmes. Quand on utilise, on travaille avec des professionnels, il y a des méthodes de résolution de ce genre de choses, même si la donnée est déjà de mauvaise qualité dans le système. Donc, ce qui est remis en cause ici, c'est l'exactitude, la dimension de la qualité qui est remis en cause. Alors, on va passer à la deuxième partie du use case. Si vous n'avez pas de questions, euh, ok. Voilà. Donc là, en fait, des ateliers de recueil des dysfonctionnements de la qualité ont été conduits, d'acteurs métiers, et certains nombres de constats ont été identifiés. On nous demande d'imaginer pour chaque constat la nature des impacts que peut avoir la non-qualité des données sur l'organisation. Donc, le premier constat, on avait dit il y avait des multi-comptes pour un même client. Donc, comme impact, moi, j'ai identifié certains impacts. Il peut en avoir plusieurs qui sont forcément négatifs pour le business. Donc, on peut avoir une confusion, une insatisfaction client, ce qui va entraîner en fait des pertes de clients ou bien le taux d'attrition, des clients vont envisager quitter l'entreprise. On peut avoir des problèmes de conformité parce que c'est vraiment pas conforme aux réglementations qui certainement seront en vigueur dans le secteur. Il peut en avoir encore d'autres, certainement. Des choses comment on dit ça, de LGBT ou des trucs comme ça. Donc, au niveau du deuxième constat, Ouais. on a trouvé que la date de souscription et de réservation d'un service était hors plage de validité pour les contrats d'entreprise. Donc là, ce qui est mis en cause, c'est la non-conformité du contrat comme impact, la non-conformité du contrat. Donc le client peut refuser, peut résilier le contrat. Il y a des risques juridiques parce qu'il peut vous poursuivre en truc parce que vous n'avez pas respecté votre engagement, ainsi de suite. Et cela peut avoir aussi des impacts sur la réputation, normalement. Alors, le troisième constat, on avait identifié que le statut de règlement des factures clients n'est pas à jour en début de journée dans le CRM. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, il peut avoir un impact sur la relation client parce que vous me donnez une facture qui n'est pas cohérente parce que j'ai consommé. Je peux décider de résilier le contrat. Et je suis personnellement dans ce genre de cas actuellement parce que j'ai ma facture de fibre optique ils m'ont facturé des montants que je n'ai pas forcément consommés parce que le contrat est en cours actuellement. Je cherche à résilier parce que je ne suis pas satisfait. C'est juste une parenthèse pour montrer en fait l'impact que cela peut avoir sur le business. Oui, Il y a aussi la mauvaise visibilité des paiements. Donc, exactement. le responsable de, oui, le responsable de la facturation aura une mauvaise visibilité sur les différents paiements, ce qui va entraîner des pertes de revenus et autres.
Donc Exactement. là, si vous avez des Oui, questions, ouais, en fait, n'hésitez non, pas pas toujours. une question, peut-être compléter aussi. Pour dire déjà, ça va même biaiser OK. l'analyse des données, en fait, parce que l'information qui sera affichée, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. Donc, les décisions vont se prendre sur euh, de mauvais KPI qui ne sont pas à Exactement. jour. Donc, ça a un impact majeur pour la prise de décision. Tout à fait. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment l'appui des choses qu'un directeur, un dirigeant puisse avoir. OK. Et j'étais sur le quatrième. Donc là, pour le quatrième ici, on a dit que les coordonnées téléphoniques et adresses mail des clients ne sont pas toujours disponibles dans les applications. Donc là, une des premières conséquences qu'on peut avoir, c'est directement les opportunités de vente en fait qui sont manquées. Parce qu'on veut livrer, on n'a pas la bonne adresse, on ne sait pas comment livrer, on appelle le client, il ne décroche pas, il n'est pas disponible, tu n'as pas son adresse, tu ne peux pas livrer, etc. Donc ça, c'est des opportunités de vente manquées. Et je ne sais pas, dans certaines entreprises, il y a des prospections peut-être que le client va vouloir mener. Déjà, avant de faire la prospection, il peut arriver, je ne suis pas commercial, mais je me dis qu'il peut vouloir prendre rendez-vous avec le prospect. Mais si on n'a pas l'adresse, le bon contact, déjà, on ne peut pas prendre rendez-vous. Donc ça, donc ça peut être un potentiel client. Donc c'est un peu ces conséquences-là. On peut aussi avoir la non-conformité aux réglementations. Donc si les données ne sont pas correctement disponibles, la réglementation peut nous taper également à ce niveau-là. Je peux entrer en jeu des histoires de données à caractère personnel. Donc, c'est des choses qui doivent être à jour. Si un client demande la suppression de ces données, vous devez le faire dans le délai imparti. Sinon, il peut vous porter plainte et ainsi de suite. Le dernier point là, les adresses postales, donc par exemple des codes postales avec des caractères non pas agréables. Donc, cela en fait peut avoir une complexité, des conséquences sur la complexité administrative. Perte de temps, une mauvaise livraison, parce qu'on n'a pas la bonne adresse, on a l'adresse du voisin qui vient dans une autre ville. J'ai été confronté à un souci comme ça aussi. J'ai mis le nom de ma résidence. La résidence existe dans une autre ville, mais je n'avais pas mis la ville. Donc, ils ont automatiquement pensé à la grande ville, en fait. Ils voulaient aller livrer dans cet endroit. J'ai dit non, je suis plutôt à Rabat, je ne suis pas à Casa. Et j'ai fait cette précision. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, c'était là notre petit use case. On peut aller jusqu'à définir le seuil. Donc ça se fait après atelier avec les responsables, définir les différents seuils. On va calculer, on va rentrer dans la pratique jusqu'à le dire comment il doit faire pour améliorer ce truc-là. Je vais juste donner un petit exemple. Par exemple, pour ce cas, on peut faire ce qu'on appelle l'enrichissement de données. Donc, on utilise des outils pour le faire. Il y a des API, il y a des API en fait disponibles, par exemple géographique. On va utiliser pour telle région, voici le format des adresses. Si elle n'est pas exacte, le système va le rejeter. Si elle est exacte et qu'on connaît déjà la ville, on sait avec quoi le préfixe va s'enrichir, etc. Donc, ce sont des choses qui sont utilisables. OK. Donc là, ce sont l'impact en fait de la performance sur la performance analytique. Là, j'ai pris l'exemple de deux entreprises en particulier. Une entreprise qui est leader dans son domaine en Kenya, en Afrique de l'Est. Donc, en fait, ils ont mis en place un outil, un produit qu'on appelle M-Pesa. Donc, c'est un produit de paiement mobile. Et Safaricom, en fait, a mis un système de qualité de données pour surveiller toutes les transactions qui s'exécutaient dans l'outil M-Pesa. Donc, cela a permis de détecter les fraudes et garantir la fiabilité des transactions financières. Un deuxième recours aussi, deuxième avantage qu'ils ont pu avoir, c'est que la gestion de la qualité de données a permis de maintenir la confiance avec les utilisateurs. Donc, on n'avait pas les fraudes
régulière qu'on voit avec les outils de mobile money et autres. Donc, ça a contribué de façon exponentielle à sa croissance. Elle les a conduits à un niveau de US. Alors, il y a un autre exemple, Tesco. Donc, Tesco, c'est un leader également de chaîne de supermarchés. Ils ont plusieurs distributions au Royaume-Uni, en Europe et même, je crois, au Canada également. Donc, ils ont mis en place, en fait, un produit qui s'appelle Plus4. En fait, ça permet de personnaliser les différents programmes, les différentes propositions, faire du ciblage marketing et ce genre de choses, faire de la recommandation. Voilà, j'avais bien envie d'ajouter une Netflix ici aussi, mais bon, je n'ai pas voulu trop ouvrir le slide. Je font aussi de la recommandation et c'est vraiment un exemple, un leader dans le domaine de la recommandation. Ce Ouais, niveau. on peut prendre peut-être, pour exemple, même le cas de Twitter tout récemment, lorsque Elon Musk il a fait un rachat de Twitter et il s'est rendu compte qu'il y avait la majorité des comptes Twitter qui étaient des comptes générés, fake, qui n'avaient vraiment pas des informations cohérentes derrière et qu'à un moment donné, il était obligé de renégocier le marché pour pouvoir avoir une réduction sur ces faits-là, par exemple. C'est un très bel exemple également. Donc, ce sont des choses comme ça qui montrent que la qualité de données a un impact sur l'analytique, sur les prises de décision, sur les orientations stratégiques, sur même l'extension de la boîte, de l'entreprise. En fait, par exemple, si on veut aller conquérir de nouveaux marchés, on peut se baser sur euh, quels sont en fait l'intérêt que ces personnes, les habitants de ces zones géographiques ont pour notre produit et ainsi de suite. Affiner l'offre, essayer de trouver des stratégies du domaine particulier. Voilà, sur la qualité des données. En fait. Voilà, ce sont des exemples de réussite pacte sur l'analytique. Alors, tout ça, c'est bien bon, mais quelles sont les bonnes pratiques de gestion de la qualité des données? Donc, pour le business analyst, c'est des exemples que j'ai pris comme ça. Il en existe plusieurs, mais j'ai pris ces là. C'est de bien comprendre le besoin métier, en fait, en fonction de la compréhension euh, du besoin métier, savoir quelles données sourcer, quelles données il ne faut pas sourcer, quel contrôle mettre en place, et ainsi de suite. Donc, c'est de mettre en œuvre également des contrôles et des tests de qualité de données. Donc, ça peut partir du profilage, des points de contrôle de caractère, gestion de la caractère personnel. Ça peut être des data questionnaires, c'est-à-dire des questions pour étudier l'impact sur la vie privée, l'impact sur tout ce qui est RGPD ou bien d'autres réglementations, etc. Ensuite, les critères spécifiques de la qualité des données pour chaque projet d'analyse. Donc, tous les projets n'ont pas les mêmes exigences de la qualité de données. Pareil pour les services, etc. Par segment de marché ou bien par domaine, il peut y avoir plus d'exigences que d'autres domaines. Donc, cela peut varier en fait. Et par projet également, cela peut varier. Donc, c'est de s'assurer aussi de la traçabilité des données qu'il manipule. En fonction de toute la transformation qu'il fait, il est préférable de documenter. Il y a des outils, par exemple, qui documentent toutes les échelles de transformation. Par exemple, dans Power BI, il y a toute une chaîne de documentation qui reste. On peut la conserver dans d'autres outils. Voilà que je ne connais pas nécessairement. Il existe une chaîne de contrôle qu'on peut mettre en place et ainsi de suite. Donc, il faut aussi se former régulièrement, se mettre à jour sur les usages, sur les pratiques, sur les technologies, etc., pour pouvoir être au top en fait en matière de qualité de données. Et à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle de l'organisation, on peut lancer un vaste programme de gouvernance de données, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il est beaucoup plus lourd en fait. Il se fait pour les grands groupes. On met en place un comité de pilotage, on embauche des personnes, on crée des rôles, on identifie des personnes, ressources, on fait le choix de certaines personnes, on achète des outils. Mais c'est une manière de se décliner en fait. C'est vraiment un programme qui est spécial, avec un coût aussi qui va avec. Donc,
une des recommandations que je voulais faire, c'est de confier le management de la qualité de données aux équipes métiers, en fait. Ne pas laisser à la main des DSI, des IT. Il y a une discussion qui ne cesse pas d'avoir lieu, c'est souvent au niveau des organigrammes. On met le Chief Data Officer sous la responsabilité du DSI. Donc ça, c'est une discussion qui n'est pas, qui ne finira pas tout de suite, mais généralement, c'est quelqu'un qui doit être autonome, en fait, juste à côté, pour pouvoir guider ses programmes avec les métiers et ainsi de suite. Voilà. Il y a des modèles opérationnels qui sont différents, discutables, voilà, selon les secteurs, etc. Donc, l'objectif principal, c'est de donner, d'alimenter le business, en fait. Les métiers vont alimenter le business avec les bonnes données. Les données sont le carburant, en fait, de tout ce qui est marketing, vente, etc. Donc, la gestion de la qualité des données, pour ces raisons-là, ne doit pas être confiée au DSI. Ça, c'est selon ma vision, en fait. Alors, je vais aller un peu rapidement. Je vais pas répondre déjà. Il reste un slide, je crois. Comme outil de gestion de la qualité de données, j'ai cité trois outils qui sont open source, puis deux qui sont propriétaires là. Donc, OpenVerify est un excellent outil open source de gestion de la qualité de données qui permet de faire du profil d'une façon exceptionnelle. Je l'ai expérimenté un peu. Je remercie un de mes collègues qui m'a permis de découvrir cet outil-là. Il est vraiment puissant, performant. Vous pouvez le télécharger, faire une transformation, faire des choses vraiment extraordinaires avec. Il est gratuit. Il s'ouvre avec un navigateur. Tu as l'impression d'être en ligne, mais tes données sont locales et c'est exceptionnel. Il y a aussi Apache Griffin. Griffin, qui est aussi un excellent outil open source de qualité de données et de gestion de la qualité des données dans un environnement big data, des données comment on appelle ça, en temps réel, ce genre de choses-là. Il y a Talent Data Quality, qui est un excellent aussi outil avec sa data fabric. C'est propriétaire, mais il y a Talent Data Quality version open source. C'est aussi pas mal. Et il y a des géants comme Atacama, SAS, qui sont propriétaires et qui font aussi des choses excellentes. Il en existe plusieurs. Il y a des outils de data hub beaucoup plus puissants avec l'intelligence artificielle, les data IQ, avec plein de trucs vraiment intéressants. Mais selon la taille de l'organisation et selon le rôle que tu occupes, si tu veux l'implémenter à ton niveau, tu peux simplement utiliser Excel ou bien, je sais pas, ou bien le logiciel R, si tu as la compétence de la programmation, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple et qui peut s'adapter à toutes les tailles. Alors, je vais terminer avec trois grands points qu'il faut retenir de cette présentation de ce sujet-là. C'est que la qualité des données est fondamentale pour les entreprises, pour la prise de décision, la performance analytique. Et également, chacune des décisions doit être surveillée, améliorée pour maintenir les données à haute qualité. Quand on définit en fait un cycle de données, on doit savoir qu'il s'inscrit dans un cadre d'amélioration continue. Et il ne faudrait pas se limiter à un certain niveau, mais il faudrait constamment vérifier, par exemple, chaque 3 mois, c'est ce qui est recommandé, chaque 3 mois, chaque un an, selon la taille de l'organisation, ou bien même le faire chaque jour, chaque matin, arriver, tu peux vérifier si tes processus ETL ou ELT sont bien exécutés, tu as des dashboards, tu as tous ces petits détails là. Et c'est vraiment pratique. Et c'est quelque chose à grande échelle, c'est un investissement qui est rentable, qui n'est pas fortuit, qui s'est investi dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on voit on parle de IA générative, de machine learning avec des performances énormes. C'est basé en fait sur le principe du garbage in, garbage out. Plus on a des données de bonne qualité, plus on aura des algorithmes super performants et plus on va performer, en fait, on va se positionner sur notre segment de marché. Donc, n'oublions pas en fait que nos données sont notre atout les plus précieux et leur qualité détermine notre réussite. Investir dans ces programmes-là, c'est vraiment investir dans l'excellence opérationnelle et c'est vraiment des choses qui peuvent changer euh, la manière de rendre en fait les résultats ou de conquérir des marchés
que ce soit à l'échelle entreprise ou à l'échelle micro, pour ton propre résultat devant ton manager ou devant ta hiérarchie. C'est quelque chose qui est euh, vraiment important. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vous remercie. On peut toujours discuter pour le résultat. Voilà. Merci. Et déjà, moi, je pose une question sur l'outil que tu viens de présenter. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, de surveiller les données d'une entreprise avec ces outils, sachant que ce sont des outils open en fait. Bon, je ne sais pas comment on dit, mais c'est possible. C'est vraiment possible. On est dans un monde où, voilà, on voit des grosses boîtes qui disent dans leur contrat qu'ils ne vont pas le faire, mais on se retrouve plus tard, par exemple, Facebook, on se retrouve qu'ils l'ont fait, etc. Il y a des sanctions, mais vu ce qu'ils gagnent, les sanctions ne les atteignent pas vraiment, etc. Ce que je sais de ce genre de plateforme, les données confidentielles doivent être anonymisées ou bien elles doivent être labellisées. C'est des pratiques. Enfin, quand on s'inscrit dans un programme de données, le professionnel veillera à ces pratiques-là. Par exemple, dans certaines entreprises, euh, là où je suis, par exemple, on a une politique d'utilisation de ChatGPT. Ce n'est pas toutes les données qu'il faut déverser dans ChatGPT. Par exemple, si tu fais des traductions ou je ne sais pas, n'importe quoi, Mhm. ce n'est pas tout que tu dois introduire dans ChatGPT. Ouais. Donc, il y a des risques. Après, il faut avoir une politique de confidentialité. Il faut voir si ces données, bon, ce pas des données assez risquées où tu peux aller. Voilà. Tu peux Voir aussi les différents développer un niveaux outil. de sécurité, pas on va dire de sécurité des données, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, super, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, Franck. Ça a été un moment très enrichissant. Je pense qu'il y a encore des questions. Oui. On a encore quelques minutes. Il nous reste à peu près 6 minutes, mais on peut prendre encore 2 à 3 questions. Apparemment, on n'a pas de questions. Ok, donc merci. Ah, pardon? Non, non, je n'ai pas parlé. Je disais OK. Ok, donc merci beaucoup, Franck. C'était un moment très, très enrichissant pour nous. On a beaucoup appris sur la qualité de la donnée. Donc, ce que moi je retiens essentiellement, c'est les données entrantes. Il faudra travailler sur la qualité de la donnée entrante pour pouvoir avoir un résultat qui va avoir de l'impact dans la gestion de l'entreprise. Donc, Tout à fait. pour ma part, je dirais qu'il faudrait de la sensibilisation des métiers pour que les bonnes pratiques de traitement de l'information en fait soient prises en compte lorsque les équipes récupèrent les données afin de les analyser, elles ne puissent pas se retrouver avec des données qui ne sont pas utilisables. Oui. On a Alain Patrick qui a levé la main pour une question. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai bien aimé la présentation. En fait, je vous ai pris en cours, donc je vous ai pas bien suivi, mais je voulais juste savoir, est-ce qu'on pourra avoir la présentation? Et puis, dans votre intervention, vous avez parlé aussi d'un fichier Excel assez pratique qui pourrait nous permettre de faire, euh, on va dire, l'analyse des données ou bien, voilà. Est-ce qu'on pourra l'avoir aussi? C'est ma question. Oui, je peux partager à la présidente et je pense qu'elle pourra distribuer sur le bon canal de distribution. C'est un fichier qui comporte des macros, n'est pas trop volumineux. Il est facile aussi d'utiliser. Merci. Et c'est Ok. pareil pour ce fichier, il comporte des références. Vous pouvez approfondir votre compréhension avec des références bibliographiques, en fait, qualité. Ouais.
Donc, Voilà. Bon, je le partage mais en avec fait, vous. moi, j'ai une question, mais bien avant de poser la question, déjà, je félicite Franck, hein, franchement, moi, je trouve déjà le PowerPoint, il est très bien fait. L'écriture, la lisibilité, franchement, c'est trop bien fait. Et j'ai bien aimé ça. Et maintenant, ma question, c'est sur un projet concret qui réunit un data analyst, un data engineer, et on a un MDM, en fait, genre, une personne qui s'occupe de la qualité des données. Quel serait peut-être le rôle, en fait, le rôle ou l'action que lui va poser, le MDM, il va poser, genre, la personne qui s'occupe de la qualité des données, et l'action qu'un data engineer va faire. Parce que le data engineer va récupérer les données, il va l'analyser, en fait, le nettoyer et tout ça. Donc, est-ce que lui, il ne fait pas directement le boulot de une personne qui s'occupe de la qualité des données, par exemple? Alors, normalement, une entreprise qui va jusqu'à la mise en place d'un MDM, c'est une entreprise qui est mature, mais qui devient mature, qui est au moins à un autre niveau 4, qui a déjà pris conscience, qui a commencé à implémenter. Généralement, quand on est là, c'est qu'on inscrit aussi dans un programme de gouvernance de données. Donc, on retrouvera des data stewards. Et ce sont des data stewards qui vont s'assurer en fait de corriger les données parce que le MDM, il y a des données en fait que le MDM ne va pas, va laisser à l'appréciation d'une personne humaine. Par exemple, ce n'est pas toutes les corrections qu'il va les faire automatiquement. Il sortira avec des scores et il va laisser à l'appréciation d'une personne. Donc, le data steward a le rôle de venir arbitrer en fait sur ces données. Par exemple, dans une source, on peut avoir quelqu'un qui s'appelle, une âme qui s'appelle Maria, une autre source sort avec Marie, une autre source sort avec Mary, des trucs comme ça, mais l'identifiant est le même. Donc là, le croisement, euh, il peut arriver si le score qu'on a donné à chaque source, le score de crédibilité qu'on a donné à chaque source est unique, quelqu'un doit venir arbitrer pour dire, OK, nous, on a plus confiance à cette source de données parce que les personnes sont plus matures et c'est Marie qui est le bon, c'est pas Maria. Donc là, c'est le rôle du data steward. Le data engineer va juste prendre les données qui seront, par exemple, si lui, son outil ou bien je dis, les données sont sourcées dans du MDM. Après, il y a plusieurs euh, modèles opérationnels de MDM, il y a plusieurs architectures, il y a même quatre majoritairement. Selon ce qu'on a mis en place, les données qu'il va recevoir peuvent être déjà en qualité. Il ne va pas se fatiguer pour faire ses pipelines, etc., des choses, ce genre de choses. Donc là, déjà, il peut avoir des données qui sont assez propres. Il pourra juste faire des croisements peut-être avec d'autres sources selon ce qu'il veut. Parce que le MDM vient en fait pour déciloter, en fait, pour faire tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est rapprochement. C'est vraiment un puissant outil pour gérer la qualité de données. Donc, quand on implémente un outil, on décharge déjà les data engineers. Le data analyst, lui, vraiment, il sera à l'aise parce que le data engineer aura déjà fait tout ce qui est technique, il va venir juste pour analyser ces données. Là, c'est vraiment un niveau de maturité vraiment excellent, appréciable. Je ne sais pas si Euh, j'ai répondu à la question. si, c'est bien clair. Merci, merci. Ouais. Et pour la petite histoire, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre d'architecture. C'est un vaste projet qui nécessite la mobilisation de plusieurs compétences. Et il est recommandé, en fait, pour la mise en place des MDM, de recruter des professionnels, des gens vraiment qui savent ce qu'ils font, parce que c'est le cœur, en fait, de la qualité de données. Et c'est complexe à mettre en place, parce que c'est une approche, un paradigme nouveau, en fait, en termes d'approche de données. Il faut être data-centrique, il y a une manière de modéliser, c'est des choses vraiment high level. Mais quand c'est fait, l'entreprise en bénéficie énormément. C'est clair. Ouais, ouais. Ok, ben, merci beaucoup pour la présentation et l'explication. Je t'en prie. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter.
Merci encore, Franck. Et on se donne rendez-vous pour le prochain billet talk qui aura lieu le 25 octobre 2023. Super. Merci à tous Merci et à beaucoup. très bientôt. Ok, Merci, bonne merci soirée à beaucoup. vous. Merci beaucoup, Nadège.